Bonjour les jeunes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui va donc faire la quatrième partie du chapitre H2A qui s'appelle De la Révolution française à l'Empire. La quatrième partie, elle commence ici. J'espère que vous allez voir. Voilà, c'est le D, la République bourgeoise et le Directoire. Donc on s'était arrêté dans la troisième partie à la mort de Danton, de Desmoulins et de Robespierre qui avait été accusé d'être un tyran. Eh bien, après cette année 1794, après la mort de Robespierre, la Convention, elle est dominée par les députés modérés, c'est-à-dire les fameux députés de la plaine, puisque pratiquement tous les députés importants chez les montagnards, ils se sont fait guillotiner. Les Girondins, ils y étaient passés avant aussi. Donc, il va rester les députés de la plaine, qu'on appelle les thermidoriens. Et eux, ils veulent revenir au principe de 1789, au premier principe de la Déclaration des droits de l'homme, des libertés, etc. Mais il y a toujours des gens qui ne sont pas d'accord avec eux, encore une fois, hein, c'est de la politique, donc tout le monde n'est pas forcément d'accord. Donc, hop, donc, dans cette nouvelle assemblée, donc il va y avoir les sans-culottes qui, eux, veulent la République de 1793. Il va y avoir toujours des royalistes hein, qui, eux, veulent reprendre le pouvoir et remettre un roi en France. Et ils font régner ce qu'on appelle une terreur blanche. Et c'est à ce moment-là qu'intervient un général qui s'appelle Napoléon Bonaparte. En 1795, les royalistes essayent de reprendre Paris, donc il faut une insurrection, une révolution dans Paris, et c'est là que va intervenir le général Bonaparte. Je vous montre l'extrait du film. Donc on voit bien ici que Napoléon, c'est un général républicain. Il défend la République contre les royalistes qui veulent reprendre Paris. On voit qu'il fait sa stratégie militaire et on lui donne du coup le commandement parce qu'on estime que sa stratégie, elle est bonne. Alors, on est donc le 13 Vendémiaire. Ça peut vous paraître bizarre comme nom de mois, mais en fait, à la Révolution française, on a changé les noms des mois. À partir de la Première République, on a changé l'année. On a dit qu'on était à l'an 1 de la Révolution et on a changé les noms des mois. Donc, vous pouvez parfois voir dans des textes des noms de mois, ne vous inquiétez pas, moi je vous remettrai toujours le mois tel que vous le connaissez pour que vous puissiez comprendre où est-ce qu'on est. Donc là, on est en octobre 1795. Général Bonaparte commence à faire parler de lui dans cette insurrection et donc il a gagné hein, contre les royalistes. On décide donc de mettre en place une nouvelle constitution en 1795 après la mort de Danton, de Robespierre, de Desmoulins, qu'on va appeler le Directoire. C'est-à-dire que on va passer de 15 personnes à peu près qui dirigeaient au comité de salut public à 5 personnes, 5 directeurs, et on en change un tous les ans, comme ça on évite qu'ils prennent trop l'habitude du pouvoir et le goût du pouvoir. Et donc, on a ces directeurs qui vont nommer des ministres et on va avoir aussi des représentants, comme aujourd'hui avec l'Assemblée nationale et le Sénat, deux chambres, Conseil des anciens, Conseil des 500. Et vous voyez que c'est toujours les électeurs qui votent, mais attention, toujours les électeurs riches, ceux qui payent le cens. C'est un impôt, le cens, hein, s'il fallait être propriétaire pour payer, pour voter ici. Et ici, pour voter, on payait aussi le cens, mais cette fois-ci, c'était juste une contribution. On payait et on avait le droit de voter. Donc on installe le directoire. Il va continuer à y avoir des révolutionnaires hein, pendant cette période du directoire, notamment le plus connu à cette époque, c'est Gracchus Babeuf. Gracchus Babeuf, c'est un révolutionnaire donc français, et lui, son idée, c'était de faire une société complètement égalitaire. On appelle ça la conjuration des égaux. C'était une tentative de révolution qu'il a fait pendant le directoire. C'est un peu l'ancêtre du communisme, si vous voulez. Il disait que tout le monde devait être à égalité, pas de propriété privée, la terre ne devait appartenir à personne. Il a été exécuté, il a été guillotiné, Gracchus Babeuf. Donc, on est toujours dans cette révolution française, on est sous le directoire, et la population, elle commence à en avoir marre. Ça fait 10 ans que c'est la Révolution française, ça fait 10 ans qu'on change, on passe d'Assemblée nationale à Convention, Comité de salut public, etc., directoire. Les gens en ont marre, ils ont envie de la paix. En plus, ça fait des années que c'est la guerre, c'est toujours la guerre, hein, avec l'Autriche-Hongrie, l'Angleterre, l'Espagne, enfin, tous les pays qui sont dans la coalition, c'est toujours la guerre. Et il y a toujours les guerres civiles, les gens qui ne sont pas d'accord avec la forme qu'a prise la Révolution ou qui étaient tout simplement pas d'accord avec la Révolution française. Donc, le général Bonaparte, qui est devenu de plus en plus populaire parce qu'il a gagné des batailles, il s'est fait un nom, on peut dire, il va tenter un coup d'État en 1799. Alors, pour faire un coup d'État, il faut une armée. Et Napoléon Bonaparte, lui, il est général, donc il a ses hommes derrière lui. Alors, son idée, c'est de faire
de changer le système du directoire et de passer à ce qu'on appelle un consulat. Donc de 5 directeurs, on passerait à 3 consuls, 3 personnes qui géreraient le pays ensemble. Il essaye de le faire voter dans les chambres, d'accord, et ça fonctionne pas, donc il va finalement envoyer l'armée. Donc je vous montre, toujours extrait du film Napoléon, ce fameux coup d'État du 19 Brumaire. Donc voilà, c'est comme ça qu'il va faire son coup d'État, hein. Ça ne fonctionne pas par la voie du vote, donc il envoie l'armée et il va créer donc le consulat avec donc ces 3 personnes, Roger Ducos et Sieyès. Napoléon Bonaparte est au centre, donc il va être premier consul, hein, c'est lui qui devient le premier consul, donc c'est Napoléon, vous l'écrivez dans le D32, c'est Napoléon qui devient premier consul, et puis il va faire de nombreuses réformes avec ce consulat et finalement se faire nommer consul à vie. Il reprend bien sûr donc les grands principes de 1789 de la Déclaration des droits de l'homme et citoyens. Il va créer le Code civil. Il va instaurer un accord avec le pape, puisque le pape avait été assez vexé du fait que les révolutionnaires écrivent la constitution civile du clergé et prennent un peu le pouvoir sur le pape. Donc il va se réconcilier, on va dire en gros, avec le pape, avec ce concordat en 1801. Et il va créer de nombreuses réformes que vous avez dans votre atelier sur les réformes de Napoléon ici. Donc, avec les documents que vous avez dans l'atelier, vous allez remplir ici, mais je vais juste vous donner les titres des documents. Donc, le document 1, c'est la création des lycées. Le document 2, c'est les préfets. Le document 3, c'est le franc. Le document 4, c'est le code civil. Le document 5, c'est la Légion d'honneur. Donc, grâce aux documents que vous avez dans l'atelier, vous pourrez travailler sur ces masses de granit, ça s'appelle. Comment est-ce qu'on le surnomme? On appelle ça les masses de granit. Alors, Napoléon va devenir extrêmement populaire. Il va gagner de plus en plus de batailles. Il va rétablir donc la paix civile, faire toutes ces réformes. Et du coup, il va finir par être empereur, puisque être consul à vie, ça ne lui suffisait pas. Être empereur, c'est mieux. Et il fait ça par plébiscite, c'est-à-dire qu'il demande au peuple français s'ils sont d'accord pour qu'il devienne empereur. Et ça fonctionne en fait. Vous allez me dire, c'est bizarre, le peuple a fait la révolution, ils ont tué le roi, ils ont mis la République en place, mais en fait le peuple en a tellement marre de toute cette période de guerre, d'insécurité, qu'ils sont d'accord pour donner le pouvoir à cet homme dans lequel ils ont plutôt confiance. Donc Napoléon devient empereur des Français et en tant qu'empereur, eh bien, il aura plus de pouvoir que n'a jamais eu aucun roi de France. Il va avoir vraiment beaucoup de pouvoir et finalement, les principes de la Révolution française, ils vont disparaître au fur et à mesure. Il va mettre en place la censure, les libertés vont de plus en plus reculer, il va envoyer tous les gens qui ne sont pas d'accord avec lui dans les Antilles, il va rétablir l'esclavage, il va remettre en place de la propagande, etc. etc. Donc, il est fait empereur par le pape, qu'on voit ici. Le pape est là. Là, c'est sa femme qui va devenir donc impératrice, Joséphine. Et puis, il va continuer sa guerre, parce que depuis tout ce temps, il y a toujours la guerre avec les autres pays, les autres monarchies européennes. Et là, on est en 1804. Donc, Napoléon va gagner de nombreuses batailles. Je vous en ai mis ici quelques-unes. Il en a gagné... excusez-moi, de nombreuses, notamment la bataille d'Austerlitz, qui est très célèbre, mais la plus importante, c'est quand même la dernière, et du coup, il perd sa dernière bataille, la bataille de Waterloo, en 1815. Il est attrapé par les Anglais, et les Anglais décident de l'exiler. Alors, il avait déjà été exilé une fois sur une petite île ici, sur l'île d'Elbe. Il avait réussi à s'enfuir, il était revenu, et il avait fait donc la bataille de Waterloo, mais cette fois-ci, les Anglais disent on va l'envoyer plus loin, donc il l'exile à Sainte-Hélène, c'est une île au milieu de l'océan Atlantique, et là il ne s'est pas échappé, il est mort sur cette île. Et donc en 1815, eh bien, il faut redessiner, après la bataille de Waterloo, le sort de l'Europe, et donc va avoir lieu le congrès de Vienne en 1815, donc à Vienne, où les grandes monarchies européennes de la fameuse coalition vont décider de
la nouvelle carte de l'Europe. Ils vont redécouper cette carte au congrès de Vienne, mais sans forcément tenir compte des aspirations des gens qui vivaient dans ces pays-là. Donc ça va créer d'autres problèmes par la suite. Voilà. Donc en conclusion, nous avons donc vu que la Révolution française est un événement majeur de l'histoire de France puisqu'elle a mis fin à la monarchie, a instauré une république et des valeurs avec la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen qui sont révolutionnaires. Mettez stop, pause pour écrire tout ça. C'est une période extrêmement violente, extrêmement guerrière et sanglante qui va voir naître derrière différents régimes politiques, la République, le Directoire, le Consulat, puis l'Empire avec Napoléon Bonaparte qui aura plus de pouvoir que n'importe quel roi de France. Voilà. Voilà ce qu'on a vu donc sur ce chapitre. C'est la 4e partie, c'est la fin du chapitre. Pour réviser le contrôle, vous devez donc voir les 4 vidéos qui correspondent à ce chapitre, revoir tous vos ateliers qui sont sur le site internet, que vous pouvez faire à la maison sur le site internet. Je vous ai fait également une petite vidéo sur qu'est-ce que je dois savoir faire pour le contrôle. Voilà, je vous souhaite des bonnes révisions, j'espère que vous avez tout compris. N'hésitez pas si vous avez des questions et je vous dis ciao.